Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Insigna. Comme je l'ai déjà dit, sous le capot de l'Insigna, on peut voir de nombreux moteurs différents, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les principales unités produites en série, celles que l'on retrouve le plus souvent. Commençons par le fait qu'il existe des plaies communes à tous les moteurs essence d'Opel Insigna. Par exemple, il s'agit d'un problème avec les conduites de carburant. D'ailleurs, un tuyau de cette voiture en particulier a déjà été réparé. De plus, il a été réparé, car un tube neuf coûte outrageusement cher. En plus de tout, il y a aussi souvent des membranes de ventilation du carter déchirées, des capteurs d'oxygène desserrés, des réservoirs de liquide de refroidissement fissurés, qu'il est préférable de remplacer avec le bouchon. En théorie, ce sont toutes des petites choses qui peuvent être réparées à relativement peu de frais. La chose la plus intéressante se découvre lorsque l'on souhaite comprendre chacune des unités séparément et plus en détail. Pendant très peu de temps, un minuscule 1.6 atmosphérique de 115 chevaux s'est glissé sous le capot de cette carcasse d'1,5 tonne. A16 XER, populairement appelé 16 XER. Il est connu pour l'Astra et de nombreux autres modèles Opel. Les points faibles restent donc les mêmes. Les joints fuient, principalement le couvercle de soupape. Parfois, après 100 000 km, le régulateur de phase d'admission peut crépiter et nécessiter un remplacement. Tous. Sinon, le moteur ne pose aucun problème et est prêt à essayer de tirer ce monstre pendant une longue période, 300 à 350 000 km, ou à donner ou à prendre, selon de nombreuses conditions. Naturellement, le moteur d'une telle voiture est franchement retiré, même si, comme vous pouvez le constater, l'apparence n'est pas du tout démodée, de sorte que le 1.6 XER n'a pas duré longtemps dans la gamme de moteurs. La même chose peut être dite à propos du 1.8 atmosphérique, 140 chevaux, A1.8 XER, fuite d'huile, fuite du refroidisseur d'huile, crépitement du régulateur de phase. Les moteurs sont structurellement les mêmes, mais le 1.8 est un peu plus amusant. Et nos moteurs turbo sont encore plus intéressants. Par exemple, un groupe courroie 1.6 à 1.6 LET, pour 180 chevaux, avec une turbine KKKK03. C'est exactement le moteur qui se trouve sous le capot de cette voiture en particulier. En plus des problèmes courants répertoriés, vous pouvez même rencontrer des dommages au moteur, même à très faible kilométrage. Le problème est extrêmement courant, plus de la moitié des voitures en vente avec ce moteur ont déjà été capitalisées ou ont besoin d'être réparées. Bref, c'est là que les cloisons de piston entre les segments éclatent. Juste comme ça, ils le prennent et éclatent, soulevant les parois du cylindre. Et la principale raison en est bien sûr une erreur de calcul technique, la distance entre les rainures du piston est trop petite et la pression sur les segments est extrêmement élevée, même si le taux de compression n'est que de 8,8. Une fois que vous n'avez pas fait le plein ou n'avez pas changé les bougies d'allumage à temps, vous obtenez un capital. Ce moteur ne peut tout simplement pas tolérer la détonation. D'abord, de subtiles vibrations apparaissent sur la carrosserie, elles se font sentir dans l'habitacle, puis elles s'intensifient, puis des erreurs de raté d'allumage apparaissent et préparent les pistons au remplacement. Vous ne pouvez vous débarrasser du problème une fois pour toutes qu'en installant des pistons forgés coûteux mais fiables. À propos, ce spécimen n'a pas eu de tels problèmes avec le moteur et ne devrait pas encore en avoir, et le kilométrage ici n'est pas inférieur à 90 000 km. C'est juste que le propriétaire est très méticuleux avec son cheval de fer. Nous changeons l'huile à temps, faisons le plein de 98e ou 100e essence dans des stations-service éprouvées et utilisons l'accélérateur avec beaucoup d'humanité. On pourrait peut-être appeler cela la garantie de la santé de l'A16 LET, mais, comme le disent de nombreux autres propriétaires, même l'amour pour la voiture n'aide pas nécessairement à éviter le destin. Cependant, tout comme le nouveau firmware GM pour l'unité de commande du moteur. Dans le cas des moteurs turbo à 2.0 NHT de 2 litres, 220 et 249 chevaux, la situation est encore plus intéressante. En plus des mêmes problèmes avec les pistons, il existe tout simplement toute une série de sources de maux de tête dans le système de suralimentation. Je dirais même que le souci le plus courant est le boost. La voiture de 2 litres utilise un escargot de Borg-Warner, dont la ressource est d'environ 100 TKM, certains en ont un peu plus, d'autres en ont beaucoup moins. En général, elle ne se démarque pas du tout par son endurance. C'est une chose courante lorsqu'une voiture avec un kilométrage de 40 000 à 50 000 km a une quantité décente d'huile dans l'admission. En plus de tout, l'A20 NHT dispose également d'une vanne de régulation de dépression qui fait des siennes. Elle colle juste,
On entend parfois un bruit pulser sous le capot lorsque l'on ouvre le papillon. Vous êtes également assuré d'avoir des problèmes de sous-gonflage ou de surgonflage. Cela peut arriver à cause de n'importe quoi, par exemple à cause de la même valve ou à cause d'un tuyau de refroidisseur intermédiaire éclaté. Oui, cela arrive aussi. En général, vous ne vous ennuierez certainement pas avec un moteur essence 2.0. Pour ses caractéristiques vraiment impressionnantes, il vous fera payer de sueur et de sang tout au long de son entretien. Parlons un peu des diesels. Il y en avait 3 variétés ici. Tous sont des moteurs à courroie de 2 litres, ne différant que par le degré de suralimentation. Il s'agit de nos A20 DT, 130 chevaux, A20 DTH, 160 chevaux, et A20 DTR, 195 chevaux. Ce que les 3 frères du fioul lourd ont en commun, c'est une tendance chronique à faire tourner les paliers lisses, c'est-à-dire les chemises. Les conducteurs d'Opel conscients du problème retirent le carter tous les 40 à 50 000 km et changent les chemises à l'avance avant que les premiers coups et qu'un tas de copeaux n'apparaissent dans l'huile. Il est préférable de ne pas se livrer au réglage des puces ici, car cela ne fera qu'augmenter la charge sur les roulements. Bien que je comprenne votre tentation, après la puce, le diesel ne devient plus qu'une arme à feu. Le coin ici peut également être attrapé par manque d'huile en raison d'un joint torique ratatiné entre la pompe et le réservoir d'huile, donc lors du remplacement des chemises à titre préventif, pour ainsi dire, le caoutchouc mentionné ci-dessus est également changé en même temps. Quant au moteur turbo 2.8 à 2.8 NET, 260 chevaux, et à l'A2.8 NER à base d'OPC, 325 chevaux, il y a très peu d'informations à leur sujet, car en principe il existe peu de voitures de ce type. On sait seulement que la chaîne dure rarement jusqu'à 70 TKM et ici la pompe d'injection est assez faible en fiabilité, qui n'atteint parfois pas la centaine. Après un restylage en 2013, lorsque l'Opel Insignia a été équipé de nouvelles optiques, de pare-chocs, d'options de confort et bien plus encore, le 1.8 atmosphérique s'est avéré encore digne de transporter l'Insignia, mais le turbo 4 1.6 a été considérablement repensé, encore une fois, par les ingénieurs de GM. A16XHT, comme le marquage est désormais devenu, a reçu un taux de compression accru, 10,5. Le bloc ici reste en fonte, mais l'entraînement de distribution est désormais équipé d'une chaîne au lieu d'une courroie, la turbine a été essayée chez Garrett, les vibrations inutiles ont été supprimées avec des arbres d'équilibrage et équipés d'une injection directe. Et dans le même temps, le 1.6 descend à 170 chevaux. Mais, au total, aussi étrange que cela puisse paraître, le moteur est devenu plus coupleux. Comment se peut-il? Oui, c'est simple. La puissance vend une voiture, mais ce sont toujours des newton-mètres, c'est-à-dire le couple. Le nouveau 1.6 vient de recevoir un couple égal, après avoir obtenu une explosion presque depuis le bas. Mais qu'est-ce qui est important pour nous maintenant lorsque nous choisissons une Opel Insignia d'occasion? Il est important que les erreurs aient été corrigées. Les problèmes demeurent donc. Les pistons éclatent toujours à faible kilométrage, ils utilisent toujours des pistons forgés et il n'existe toujours pas de recette claire pour se protéger contre les pannes. C'est triste, mais nous devons continuer notre vie. Allons-y, boîte de vitesse. Et commençons peut-être par l'AF40 automatique japonais à 6 vitesses, TF80SC. La plupart de nos Insignia sont équipés d'une telle boîte de vitesse. Elle était installée jusqu'en 2013, c'est-à-dire avant le restylage, et après le restylage, jusqu'en 2017, elle était disponible pour les moteurs diesel. Et qu'en est-il de sa fiabilité? La boîte s'est avérée sensible à tout. Bref, tendre, malgré le fait qu'il s'agisse d'Aisin. L'AF40 a peur de la surchauffe, et ce qui est encore plus absurde, c'est qu'il est sujet à la surchauffe. Avec ses coups de pied et coups de pied chroniques, il vous oblige à installer des radiateurs de refroidissement supplémentaires, ou à laver et rincer constamment le radiateur principal. À cela s'ajoutent des fuites constantes des tuyaux du refroidisseur d'huile. Et en même temps, il est sensible au niveau d'huile, et il est préférable d'éliminer immédiatement toute fuite des canalisations en réglant le niveau sur l'ordinateur. D'ailleurs, chers conducteurs d'Opel, la même boîte de vitesse a été installée sur de nombreux modèles Volvo et les conducteurs de Volvo savent très bien de quoi est équipée cette machine pour qu'elle occasionne un minimum de désagréments. Croyez-moi, avec une utilisation appropriée, l'AF40 peut servir longtemps et sans problème. Après restylage, l'Aisin japonaise sous le capot des versions à partir de 1.6 a été remplacée par un produit propre, en partie avec la participation de Ford, développé sous le nom de 6T45. On n'en parlera pas beaucoup,
puisque la boîte est connue de l'Astra J et de la Chevrolet Cruze. Connue pour son fer chinois faible, y compris les paniers d'embrayage cassés. Le corps de vanne est également connu pour être sensible à la propreté de l'huile, il est donc préférable de changer le lubrifiant tous les 40 TkM au plus tard. La boîte automatique la plus fiable de la gamme Opel Insignia fonctionne avec des moteurs à essence de 2 litres dans les versions après restylage. Cette transmission est labellisée 6T70, elle a également été développée conjointement avec Ford, mais bien plus tôt. C'est sur cette base que GM a tenté de créer le 6T30 40-45e. Le paradoxe est que le 6T70 est bien plus durable que tous. Juste pour que vous compreniez, le même boîtier a été installé dans le Ford Explorer avec son tube en V de 3,5. C'est tout ce que vous devez savoir sur elle. Si l'Explorer n'avait aucun problème de poids et de couple, la berline de classe D l'était encore plus. Notre voiture d'essai est généralement simple avec une mécanique fiable, et les propriétaires n'ont pratiquement aucun problème avec elle. La seule chose qui peut être gênante est que tôt ou tard vous devrez changer la cloche d'embrayage, généralement à environ 150 000, et si votre mécanicien n'aime pas l'état du volant moteur, vous devrez alors payer cher pour cela, puisqu'il ne s'agit pas d'un ancien conventionnel, mais d'un bimasse. D'ailleurs, sur notre voiture d'essai, à 90 000 km, la butée de débrayage bruissait. Vous pouvez écouter le son dans la vidéo au tout début de l'article. Ce n'est pas encore critique, mais vous pouvez déjà préparer le remplacement. Notre voiture d'essai est à traction avant, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de point faible ici. Cependant, comme vous le savez, il existe des Opel Insignia à transmission intégrale, et il existe deux versions de transmission du couple roue arrière. L'un est classique, avec un embrayage Haldex, 4 générations, l'autre, avec le même embrayage Haldex, mais en plus avec un blocage de différentiel arrière en option. Si vous changez l'huile de l'embrayage et du différentiel à temps et ne forcez pas trop sur la piste de course, vous n'aurez pas de problème avec la transmission intégrale, il ne vous reste plus qu'à surveiller le conduire les joints, car ils ont tendance à fuir la morve. Si des problèmes d'embrayage persistent, contactez le centre de service VAG, ils sauront quoi faire avec Haldex. La conception de la suspension ici est relativement simple, une jambe de force McPherson à part entière sur un levier à l'avant, une multibras à l'arrière. En général, le châssis est fiable et les 100 premiers TkM peuvent ne nécessiter aucun investissement, à l'exception de quelques petites choses comme les bagues stabilisatrices. Amortisseurs, blocs silencieux de levier, billes, lorsqu'ils sont manipulés normalement, franchissent facilement la barre des 150 TkM. Autrement dit, il n'y a pas ici de point faible prononcé et la suspension ne tombe généralement pas avant un délai raisonnable. Avertissement supplémentaire, si vous n'avez pas FlexRid. FlexRid est un système qui permet de modifier la rigidité de la suspension. Les propriétaires de voitures équipées d'une telle suspension sont plus stressés, puisqu'un amortisseur coûte 25 Tr chacun. Les amortisseurs d'origine sont Sachs. Autrement dit, si vous souhaitez mettre à jour un peu la suspension, desserrez le centième uniquement pour les Sachs. C'est incroyablement agréable qu'il dure les 100 TkM requis, et si quelque chose se produit plus tôt, cela est principalement dû à un câblage pourri entre les actionneurs des racks et l'unité de commande. La crémaillère de direction n'a pas gêné tout le monde, mais il existe encore un certain nombre de problèmes systématiques. Par exemple, différents types de joints peuvent fuir, comme nous l'avons déjà dit, tout se passe bien avec la technologie du caoutchouc Opel. Il y a eu des cas où le rack a commencé à jouer plus tôt que prévu, mais l'essentiel pour nous est que cette unité puisse être réparée, et à relativement peu de frais. Par conséquent, lorsque vous choisissez une Opel Insignia d'occasion, vous ne devez absolument pas abandonner la voiture à cause d'un bruit de cognement lorsque vous secouez le volant. Cependant, certains problèmes liés à l'électronique peuvent également être traités avec indulgence. Comme beaucoup d'autres Allemands, l'Opel Insignia se permet également de présenter aux propriétaires quelque chose de peu agréable. Par exemple, un problème courant qu'ils rencontrent est la panne du chauffage des sièges avant, des capteurs de stationnement ou la panne du bouton d'ouverture du couvercle du coffre. À propos, le bouton de 5e porte et le chauffage des sièges de cette voiture ont déjà été modifiés. Il faut supposer que les problèmes d'Insignia en termes d'électricité dépendront directement de la richesse de votre équipement. Bien sûr, moins il y a d'équipement, plus la voiture est fiable, mais tout le monde veut des options de confort, vous devez donc vous préparer au fait que tel ou tel système aura des problèmes. De manière générale, l'Opel Insignia se distingue par ses différentes unités de commande. Par exemple, les unités ECU du système de surveillance de la pression des pneus,
de surveillance des angles morts et des systèmes de contrôle adaptatif de l'éclairage, AFL, peuvent mal fonctionner ici. Ne vous inquiétez pas trop à ce sujet, car vous pouvez vous débarrasser de la plupart des problèmes répertoriés ici en flashant les unités avec les dernières versions du logiciel. General Motors, au fur et à mesure qu'elle produisait des voitures, a modifié à plusieurs reprises les programmes pour différentes unités, y compris les unités de commande du moteur, en passant, essayant de résoudre les problèmes avec les pistons que nous avons répertoriés. Par conséquent, après avoir acheté une Opel Insignia d'occasion, immédiatement après avoir remplacé les consommables, nous nous tournons vers un service spécialisé pour mettre à jour le logiciel de tout. Ce que j'ai toujours aimé dans les voitures de la marque Opel, ce sont leurs intérieurs confortables et tout à fait corrects. Les matériaux ici sont de qualité normale, car avec les Toyota, il n'y aura aucun problème. Rien ne s'use d'avance, ne bouge pas, et à ces 100 premiers Insignia en paraissant, dans le bon sens du terme. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Opel Insignia. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.